Bonjour à tous, aujourd'hui on a un nouvel exercice, encore une fois théorème de Roykston, etc. etc. Et cette fois on va parler des polynômes de Tchebychev. D'accord, donc l'exercice, eh bien justement il traite sur le polynôme de Tchebychev. Il est composé de 3 questions. Quelques petites remarques, la question 1 et 2 sont assez classiques et la question 3 au moins jusqu'à la partie de démontrer l'inégalité, pas l'égalité mais au moins l'inégalité. Elle est aussi classique. Enfin, on va dire que avec un peu de réflexion, la question 3, jusqu'à là, elle pose pas de soucis. Le cas d'égalité, personnellement, je le trouve un peu plus délicat. Mais je vous conseille fortement d'essayer par vous-même la question 1, 2 et 3, au moins jusqu'à cette partie-là, et quand même essayer le cas d'égalité. Donc voilà, on va commencer. Et on va essayer surtout que la vidéo ne soit pas si longue. Alors déjà, je vous laisse lire les questions. Donc voilà, la question 1 nous montre qu'il existe un unique polynôme t de n qui appartient à f chez x, tel que, pour tout x qui appartient à R, t de n évalué en cos de x est égal à cos n de x. Alors, tout d'abord, quelques petites remarques. Ici, on a pour tout x qui appartient à grand R. Or, on sait que le cos, la fonction cosinus, elle est 2 périodique. Donc, en particulier, on peut restreindre l'intervalle de l'étude à moins pi par exemple. Et après, par périodicité de la fonction cosinus, on peut élargir l'étude pour tout R. Or, on sait aussi que la fonction cosinus, elle est une fonction paire. Donc, en réalité, dans l'intervalle moins pi, il suffit de considérer l'intervalle 0, pi. D'accord? Et comme ça, on pourrait élargir après à moins pi. Et avec... moins pi. Et après, on pourrait élargir pour tout R. D'accord? Donc, c'est un peu ça ce qu'on va faire maintenant. Et en plus, on sait que la fonction cosinus réalise une bijection dans l'intervalle de 0 à pi jusqu'à moins 1. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc l'action 1, déjà, je mets pas... Non, si je vais le faire. Soit n appartenant à l'antenne, soit x appartenant de 0 à pi. D'accord? Donc voilà, on va montrer que c'est un polynôme. Et pour ça, on va écrire la fonction, enfin, cos n de x comme si c'était la partie réelle de l'exponentielle de nxi. Or, c'est la partie réelle de cos de x plus i sinus x puissance n, ce qui est égal à la partie réelle de, grâce au binôme de Newton, on a ici j'écris k sinus x, k, ici cos n moins kx. Voilà. Or, ceci, en réalité, vu qu'on va prendre la partie entière, il suffit juste de considérer les indices pour k pair, d'accord? Parce que pour les k ou k impair, on aura le nombre imaginaire qui va apparaître, donc on ne va pas le prendre en compte. Donc voilà. Et bien, donc après changement d'indice, on pose k égale à 2j. Ceci, en prenant la partie réelle, devient ici j, jusqu'à la partie entière de n divisé par 2 de 2j n, moins 1 puissance j. Et ici, alors regardez que si on met sinus de 2 puissance j, c'est comme si on avait sinus au carré, tout ça puissance j. Donc le sinus au carré, c'est égal à 1 moins cos au carré. Donc tout ça puissance j. Et on peut écrire 1 moins cos au carré de x puissance j fois le cosinus de x puissance n moins 2j. Donc en réalité, on se rend compte que si on choisit le polynôme n 2j moins 1 puissance j, 1 moins x au carré puissance j, x n moins 2j, eh bien ce polynôme-ci, il convient. D'accord? Parce que lorsqu'on évalue ce polynôme-ci en cosinus de x, on aura cosinus de n de x. Donc voilà, ça c'est pour l'existence de polynôme. Il existe et on a une expression de ce polynôme. Et ensuite, pour montrer l'unicité, il suffit de considérer soit P un polynôme aussi de R crochet x qui vérifie cette condition. C'est-à-dire tel que pour tout x qui appartient de 0 à pi,
P de cos de x, c'est égal à cos n de x. Or, ceci, c'est égal à T de n cos de x, ce qui est égal que pour tout x qui appartient de 0 à pi, P, si on passe le Tn de l'autre côté, c'est comme si on avait P moins T de n évalué en cos de x, c'est égal à 0. Or, je vous avais dit que la fonction cosinus il réalise une bijection entre 0 à pi à moins 1, 1. Donc, c'est comme si on avait que pour tout t qui appartient de moins 1, 1, P moins T de n évalué en t, c'est égal à 0. Donc, ça veut dire que le polynôme P moins T de n admet une infinité de racines. Ce qui veut dire qu'il est forcément le polynôme nul. Et en tant que polynôme nul, eh bien, on a alors que P moins T c'est égal à 0, donc P c'est égal à Tn. Donc voilà, ça c'est pour l'unicité. Et maintenant, on doit montrer, on doit calculer T de n plus 1 plus T de n moins 1. Donc on va utiliser la définition des polynômes T de n. Donc ceci, on va l'évaluer en cos de x, ce qui fait cos n plus 1 de x plus cos de n moins 1 x. Et bien ici, si on utilise la formule cos de a plus b et cos de a moins b, eh bien on va remarquer que on aura, bon je vais le dire à l'oral, on aura cos de n x, cos de x, moins sinus de n x, sinus x, et on aura la même chose ici, mais au lieu d'avoir un moins pour le sinus, on aura un plus. Donc en réalité, c'est comme si les parties du sinus s'annulent. Donc en réalité, on aura juste 2 cos de x, cos n de x. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez juste développer ça avec la formule de cos de a plus b et vous serez retombé sur ça. Or, ceci, c'est le polynôme 2x t de n évalué en cos de x. Vous voyez, lui, c'est le polynôme t de n évalué en cos de x et lui, c'est le polynôme x évalué en cos. Donc, on a ceci. Et en réalité, c'est comme si on avait cela. Moins 2 xtn 0. D'accord. Donc, en réalité, si on utilise la même idée ici, on peut montrer que ce polynôme-ci, c'est le polynôme nul parce qu'il a une infinité de racines. Et donc, en tant que polynôme nul, on a que ce polynôme, c'est égal à 0. Donc, on a eh bien, cette relation de récurrence qui nous permet de trouver les polynômes de Tchebychev. Donc voilà, on a cette relation aussi. Donc la question 1, elle est faite. On va passer à la question 2. Montrer que T de n, il appartient à z crochet x. Alors déjà, ça, on le fait maintenant. Ça, c'est le polynôme eh bien, T de n. Pardon, lui. Or, lui, on a quoi? On a que lui, il appartient à z crochet x. Lui aussi, il appartient à z crochet x. Eh bien, la multiplication de un entier naturel fois un entier relatif, ça donne un entier relatif. Et donc, tout ça, ça appartient à z crochet x. Et la somme des polynômes de z crochet x appartient aussi à z crochet x. Donc, on a bien que ce polynôme-ci, il appartient à z crochet x. Donc, ça c'est fait. Maintenant, il faut préciser son degré. Alors, le degré, je vais le faire rapidement et aussi pour le coefficient nominal. Avec les polynômes de Tchebychev, quand on veut montrer des propriétés, on utilise presque toujours la relation de récurrence. Donc, je la rappelle ici. C'était 2x t de n moins t de n moins 5, si je ne me trompe pas. Donc lui, il faut juste faire l'initialisation. Donc t de 1 et t de 2. T de 1, c'est égal à x, évidemment. Et t de 2, c'est 2x au carré moins 1. Il suffit juste de considérer le cas cos de, cos de a qui est égal à cos de a plus cos de a. Et d'écrire le sinus au carré comme si c'était 1 moins cos au carré. Donc vous tombez bien sur ça.
Donc voilà, et pour préciser le degré, on procède par récurrence double. Donc on a fait l'initialisation. Si ensuite on fait la récurrence, donc on suppose la propriété vraie au rang n par simple, n et n plus 1. Et bien ici, lorsqu'on veut calculer le degré de, voilà, le degré de t de n plus 1, ce sera inférieur ou égal au max de le degré de 2x tn et le degré de t n-1. Or, lui, par hypothèse de récurrence, est égal à n-1. Lui, par hypothèse de récurrence, est égal à n. Donc, plus 1 parce qu'il y a le x qui est à côté. Ici, le degré, c'est égal à n plus 1. Or, quand les degrés sont différents, l'inégalité large devient une égalité. Donc, on a bien que le degré de t de n plus 1, c'est égal à eh bien, n plus 1. C'est qui achève la récurrence pour le degré. Et maintenant, pour le coefficient dominant, ici, on remarque quoi? On remarque que déjà, à chaque fois, on va multiplier par 2 le coefficient dominant. Et le 2. Donc, en réalité, il suffit juste de faire encore une fois une récurrence double. Donc, lui, c'est comme si on avait 2 puissance 1 moins 1 x. Et ici, c'est comme si on avait 2 puissance 2 moins 1 x au carré moins 1. Donc, on conjecture que le coefficient dominant sera 2 puissance n moins 1. Donc, on va encore une fois montrer ça. Eh bien, on suppose la propriété vraie au rang n à n plus 1, ou bah, plutôt n-1 et n. Ici, d'ailleurs, c'est aussi n-1 et n, mais enfin, vous avez compris. Donc, le coef dominant, je vais noter CD, d'accord, de t d'n plus 1 sera égal. Alors, ici, si on utilise la relation de récurrence, lui, c'est le degré n-1. Et lui, c'est le degré n plus 1. D'accord? Donc, en réalité, le degré, le coefficient dominant de t de n plus 1 et le coefficient dominant de t de n fois 2. Or, le coefficient dominant de t de n, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est 2 puissance n moins 1. Donc, 2 fois 2 puissance n moins 1, c'est bien 2 puissance n, ce qui est égal à 2 puissance n plus 1 moins 1. D'accord? Ce qui achève la récurrence. Donc voilà, ça c'est pour le degré, le coefficient dominant. Maintenant, il faut déterminer la racine et l'extrémat de la fonction qui est de x associée t de n de x. Alors, on va commencer par les racines. Les racines, l'idée est toujours la même. On va trouver, la plupart des cas, n racines distinctes. Et vu que le degré c'est égal à n, ça nous permettra de conclure. Donc ici, on va écrire pour tout x qui appartient de 0 à pi, t de n cos de x c'est égal à 0 si seulement si cosine de x est égal à 0 si seulement si. Et si là, vous vous placez dans le cercle trigonométrique, vous allez voir que le cosinus s'annule pour des valeurs de pi sur 2, ensuite 3 pi sur 2, ensuite 5 pi sur 2, et ainsi de suite. Donc en réalité, c'est juste que l'angle, il doit être congru à pi sur 2 modulo pi. En effet, on était ici, on ajoute pi, on tombe ici, ensuite on ajoute pi, et ainsi de suite. Et donc voilà, c'est seulement si, pour tout cas qui appartient à rang z, x c'est égal à pi sur n fois 1 demi plus k. Et j'ai juste traduit le fait que c'est congru à pi. Donc ici, vu que ces valeurs pour tout cas qui appartient à rang z, et on a besoin de de n racine distincte, avec le x qui appartient de 0 à pi, il faut choisir les bonnes valeurs de k et ensuite utiliser les strictes décroissances de la fonction cosinus à l'intervalle 0 à pi. Donc ici, on va considérer pour tout cas qui appartient de 0 eh bien, jusqu'à n-1. On a que pi n 1,5 plus k, c'est inférieur ou égal à pi de n, qui est strictement positif.
et lui, il est inférieur ou égal à pi n. Ici, n moins 1 demi. Eh bien, ce qui est égal à pi moins 1 de n. Ce qui est strictement inférieur à pi, parce que lui, c'est un nombre négatif. Donc, pi moins un nombre négatif, il est strictement inférieur à pi. Donc, voilà. On a bien que pour tout cas qui appartient de 0 à n-1, x, il appartient bien de 0 à pi. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Et maintenant, on va utiliser les strictes décroissances de cosinus. Donc, si on applique cosinus ici, c'est comme si on avait cosinus de pi, donc moins 1, strictement inférieur à cosinus de ce terme-ci. Donc, cosinus de pi moins 1 divisé par 2n est strictement inférieur à ainsi de suite. Et ensuite, on arrive ici. Donc, cos de pi divisé par 2 est strictement inférieur à 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a montré ici? On a montré qu'on a n racines de polynômes de Tchebychev de première espèce de degré n. Et en plus, les racines, elles sont toutes distinctes. D'accord? Or, le degré de t de n, c'est le degré n. Donc, le polynôme admet au plus n racines. Donc, on a trouvé les n racines. Et on pourra écrire le polynôme t de n comme son coefficient dominant, donc 2 puissance n-1, fois le produit pour k égale à 0 jusqu'à n-1 de x moins cos de, eh bien justement, pi n fois 1,5 plus k. Voilà. Ceci étant dit, oui, c'est bien ça. Oui. Ok. Eh bien, ceci étant dit, on va continuer. On a trouvé les racines et maintenant il faut trouver les extrémas de la fonction kétodique aussi t de n de x. Or, ceci est... Eh bien, c'est aussi simple parce que... Alors, on a quoi? Je vous avais dit que pour tout x qui appartient de 0 à pi, t de n cos de x, pardon, il est égal à cos n de x. Or, lorsque x écrit 0 pi, cosinus de x écrit moins 1, 1. Et c'est une bijection, comme je vous avais dit. Donc, déjà, on pourrait dire que pour tout t qui appartient de moins 1, 1, regardez ici, si on prend la valeur absolue, eh bien, lui, c'est inférieur ou égal à 1. Donc, ici, on aura que t de n de t, il est inférieur ou égal à 1. D'accord? Pour tout t qui appartient de moins 1, 1. Et je vous avais dit aussi que ici, on peut se limiter pour x qui appartient de 0 à pi, mais en réalité, l'étude qu'on fait ici se prolonge dans tout R. Donc, en réalité, l'étude qu'on fait entre t qui appartient de moins 1, 1, elle va aussi se prolonger dans tout R. D'accord? Et ça va répondre bien à la question parce que, eh bien, on ne précise pas, mais je suppose que c'est pour la fonction que, pour tout R, pour tout x qui appartient à R. Donc voilà, c'est ça l'idée à avoir. Or, pour ça, on remarque que t de n, il est égal à la valeur absolue. C'est égal à 1. C'est seulement si le cos de n de x est égal à moins 1 ou 1. Donc, on a que cos n de x c'est égal à 1 si et seulement si cos n de x c'est égal à plus ou moins 1. Si et seulement si n de x, si on se place encore une fois dans le cercle géométrique, on voit que le cosinus il prend des valeurs, il prend les valeurs 1 et moins 1 lorsqu'il est ici. Ensuite, on ajoute pi, on est là, ensuite on ajoute pi, etc. etc. Donc, en fait, c'est que l'angle, il est congru à 0 modulo pi. En fait, c'est un multiple de pi. Donc, en fait, on a que pour tout k qui appartient à z, x, c'est égal à k pi divisé par n. D'accord? Donc, si on se place, par exemple, pour tout k
Parce qu'il faut respecter le fait que x doit appartenir de 0 à pi. D'accord? Donc pour tout cas qui appartient de 0 à n, justement, on a k pi n inférieur ou égal à, à 0 et inférieur ou égal à n divisé par n fois pi, ce qui est égal à pi. Donc les k fois pi divisé par n appartiennent bien à un intervalle de 0 à pi. Et ensuite, encore une fois, par stricte décroissance de la fonction cosinus de l'intervalle de 0 à pi, on pourra conclure. Donc ici, si on note zk égale à cos de k pi divisé par n, on a quoi? Ici, on aura z de n strictement inférieur, oui, extrêmement inférieur, à z de n moins 1, extrêmement inférieur à z de n moins 2, et ainsi de suite, extrêmement inférieur à z de 1, extrêmement inférieur à z de 0. D'accord, donc voilà, on a cette, on a cette chaîne d'inégalités stricte. Donc voilà, l'extréma de la fonction qui est tout x associé de x sont ce point-ci, ce sont les zk pour k qui appartiennent de 0 à n. Et voilà. Et après, par périodicité, on peut continuer, mais ça suffit bien pour l'étude. Donc voilà, la question 3 maintenant, et qui est la plus délicate, j'ai envie de dire, mais j'espère que je vais vous faire comprendre. Donc maintenant, c'est montrer que pour tout polynôme p qui appartient à f fois chez x, unitaire de degré n, on a sup de la valeur absolue de p de x, pour x qui appartient à moins 1, 1, inférieur ou égal à 1 divisé par 2 puissance n-1. Alors ici, ce qu'on appelle sup de la valeur absolue de p dans un intervalle, en réalité, c'est la norme infinie dans l'intervalle de moins 1, 1. D'accord? C'est une notion qu'on va définir, si je ne me trompe pas, en deuxième année. Je ne suis pas encore en deuxième année, mais je me suis renseigné un peu parce que j'étais assez curieux. Un peu curieux, donc voilà. Ici, on va noter, comme ça, cette sup qu'on a ici. Ok, et maintenant, il faut voir le lien entre la question 3 et les polynômes de Chebyshev. Alors déjà, ici, on considère le sup de la valeur absolue. Donc, on se dit, ok, on considère la valeur absolue d'un polynôme quelconque, mais il faut voir le lien entre les polynômes de Chebyshev. Donc, on va voir c'est quoi le sup de t de n de x, lorsque x écrit moins 1, 1. C'est à la quoi? Eh bien, lui, en fait, c'est égal à 1. Parce qu'on l'a vu précédemment. Voilà. Ici. D'accord? Les polynômes de Chebyshev, ils sont majorés par 1. Enfin, la valeur absolue. Ouais, ils sont aussi majorés par 1. Lorsque x décrit 0π pour le cosinus, donc encore une fois, par la bijection, c'est que pour tout t qui appartient à moins 1, 1, les polynômes de Chebyshev, la valeur absolue, il est majorée par 1. Donc voilà, en réalité, ça c'est égal à 1. Ok? Et c'est bien parce que maintenant, on voit que ce 1, c'est pas n'importe qui en réalité, c'est le sup de t de n. Donc ça c'est plutôt bien. Et en réalité, c'est qu'on veut montrer, que la norme infinie dans l'intervalle moins 1 de p, elle est supérieure ou égale à la norme infinie de ce polynôme-ci. Or lui, c'est un polynôme unitaire. D'accord? Parce que le coefficient dominant de t de n, c'est 2 puissance n-1. Donc en réalité, c'est un polynôme unitaire parce qu'on divise par le coefficient dominant. Donc voilà. Lui, c de degré n, il est unitaire. Et lui aussi. Ok. Donc on voit un peu, en réalité, on essaie de comparer des polynômes unitaires et voir un peu lequel va plus vite dans l'intervalle de moins 1, 1. Vous voyez un peu l'idée, c'est un peu ça ce qu'on essaie de faire. Donc, même si on peut penser que c'est pas naturel, pour montrer ceci,
il faudrait passer par un raisonnement par l'absurde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, raisonnement par l'absurde, d'accord? Donc, on suppose P unitaire de degré n tel que, alors le P il appartient à f crochet x, tel que la norme infinie de P est strictement inférieure à la norme infinie de T de n divisé par 2n-1. Ok, et maintenant on va considérer le polynôme Q qui est égal à T de n divisé par 2n-1 moins P. Le but ici, c'est de trouver une contradiction. Donc en partie, ici, déjà, on va lire la notion en entier. On a ça avec égalité si seulement aussi. Donc en partie, l'égalité, elle est possible. Si jamais on considère ça, déjà, on voit qu'ici, il n'y a pas d'égalité. Or, on peut avoir d'égalité. Enfin, c'est ce qu'on va montrer après dans l'énoncé. Vous voyez? Donc, on va considérer ce polynôme et on va montrer qu'il s'annule. Parce que si jamais il s'annule, ça voudrait dire que P c'est égal à T de n divisé par 2 puissance n-1. Et ça voudrait dire que la norme infinie de P c'est égal à la norme infinie de T de n divisé par 2 puissance n-1. D'accord? Ce qui rentre en contradiction avec cela. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc on considère le polynôme Q. Déjà, on remarque que le degré de Q c'est inférieur ou égal à n-1. Pourquoi? Parce que lui c'est un degré, c'est le degré n est unitaire, lui c'est le degré n aussi, et il est unitaire aussi. Donc lorsqu'on va faire la différence, les termes de x puissance n vont se simplifier et on aura des termes avec le degré le plus grand x puissance n-1. Donc le degré de Q il est inférieur ou égal à n-1. Donc ceci donc voilà, c'est bien. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on considère quoi? Ici, on considère le sup, on considère les valeurs maximales et les valeurs minimales aussi de le polynôme T de n. Donc, qu'est-ce qu'on a étudié dans la question 2? Dans la question 2, on a vu, tout ça, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout. Non, mais voilà. Les racines, ça ne s'aide pas beaucoup ici. Si on évalue ça en 0, bon, quoi. Mais on a aussi étudié les extrémas. Et les extrémas sont plus en lien avec la valeur maximale et minimale, parce que ce sont les extrémas, c'est-à-dire avec le sup. Parce qu'en plus, il faut savoir que vu que c'est une fonction polynomiale, en tant que fonction polynomiale, elle est continue sur l'intervalle de -1 à 1, et en réalité, elle atteint le maximum et son minimum dans l'intervalle de -1 à 1. Donc en réalité, le sup, c'est en réalité un max, si vous voulez. Mais on le note sup quand même. En réalité, ici, on va utiliser les extrémas de la fonction parce que il y a un lien quand même avec le sup. D'accord? Donc voilà, on va faire ça. On va évaluer Q en ZK pour le cas qui appartient. Est-ce que je l'ai? Pour le cas qui appartient. Ah bah non, il est ici en fait. Pour le cas qui appartient entre 0 et pi. Et n. Donc, ce qu'on va faire, et ici, on remarque quoi? Ici, déjà, il faut avoir quelque chose en tête. Imaginons que le K, il est là défini, le K. Imaginons que le K, il est pair. Si K, il est pair, ça veut dire que T de n évalué en ZK, c'est égal à cos de n fois ça, donc fois k pi divisé par n. Donc le n et le n, ils se simplifient. Et on aura juste cos de k pi. D'accord? Donc en réalité, lui, c'est -1 puissance k. D'accord? Si k il est pair, c'est 1. Et si k est impair, alors il est -1. Donc q de z k, c'est égal à t de n. Bon, je ne l'écris pas. C'est t de n évalué en z de k, donc -1 puissance k divisé par 2 puissance n-1 moins p de zk. D'accord? Et ceci, il est quoi? Alors, il est positif si k est pair. J'espère que vous êtes d'accord parce que si jamais il est positif, enfin, si jamais k est pair, ici on a 1
divisé par 2 puissance n-1 moins pzk. Or, d'après la définition, enfin, d'après la supposition, d'après l'hypothèse qu'on a faite ici, c'est une quantité toujours positive, et strictement positive. Donc ici, c'est positif. Et si jamais k est impair, eh bien, on a que lui, c'est strictement négatif, encore une fois, en regardant la condition de départ. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on prend par exemple deux cas consécutifs, genre zk et zk plus 1, lorsqu'on évalue q en zk et zk plus 1, on aura un truc positif et un truc négatif. Vous voyez? Donc, en fait, lui, le q, il va changer de signe entre zk et zk plus 1. Donc, en réalité, pour tout cas qui appartient de 0 à n-1, q de zk plus 1 fois q, bon le fois il ressemble un peu à n'importe quoi, fois q et zk, il est strictement négatif, donc il s'annule au moins une fois dans l'intervalle zk plus 1 et zk, donc q s'annule au moins une fois sur zk plus 1 et zk. Rappelez-vous que c'est bien d'abord zk plus 1 et après zk. Ouais, c'est bien ça. Regardez juste cette condition-ci. D'accord? Donc c'est bien dans cet ordre-ci qu'il faut écrire les termes. Or, ici, il y a combien d'intervalles? On remarque que k prend n valeurs différentes. Ici, donc en partie, il y aura n intervalles différents. Ce qui nous permet de dire que q s'annule. D'ailleurs, c'est juste l'application de TVI, parce que q, en tant que fonction binomiale, c'est une fonction continue. Donc q s'annule au moins une fois. Or, l'degré de q est inférieur ou égal à n-1, ce qui nous permet de dire que q est le polynôme nul. J'écris Paul, mais que le polynôme nul, ce qui veut dire que p c'est égal à t de n divisé par 2 n-1, ce qui est faux. Pourquoi? Parce que si jamais p c'est égal à t de n-1, on aura que la norme infinie de p c'est égal à la norme infinie de t de n, c'est par 2 n-1, ce qui est faux d'après l'hypothèse de départ. Donc voici la contradiction. Donc on a bien montré cette inégalité-là. Maintenant, on va passer au cas d'égalité. Ok, ça va, 33 minutes. Je pense que je peux finir dans 10 minutes. Comme ça, la vidéo, elle ne sera pas très longue. Donc voilà, on va se donner encore une fois un polynôme, soit P. Bon, je ne l'écris pas, d'accord? Enfin, j'écris juste ça. Tel que blabla. Ne faites pas le jour de l'oral, n'écrivez pas tel que blabla. Bon, tel que c'est unitaire, je dirais n, nanana. Et tel que on a le cas d'égalité. Donc ici, encore une fois, on veut montrer l'égalité. On va encore une fois considérer le polynôme q, qui est égal à t de n divisé par 2 n-1 moins p. Et si on montre que q c'est le polynôme nul, eh bien, on aura bien l'égalité qu'on veut. Et bah d'ailleurs, ici, on remarque que c'est t de n, donc c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, alors ici, le problème, c'est que... C'est quoi le problème ici? Ici, on avait, je vais l'écrire quand même, q de zk, et oui, encore une fois, on va s'intéresser aux valeurs zk. C'était... Bon, est-ce que je l'écris ou pas? Alors, regardez ici. Je vais le faire ici, et comme ça, ça sera fait. Lui, il était strictement positif quand on avait utilisé la négation de ce qu'on voulait montrer.
D'accord? Donc, dans ce cas-là, dans ce cas où cette égalité-ci est pas celle-là, dans ces cas-là, on n'aura pas un extrêmement positif, mais on aura la négation. Donc, négatif ou égal à 0. D'accord? Donc, ici, inférieur ou égal à 0, si k est pair, et supérieur ou égal à 0, si k est impair. Voilà. Alors, ici, c'est quoi le souci? Imaginons que le bonhomme Q, la dernière fois, c'est bien évidemment c'est pas forcément la bonne représentation, mais il faisait un peu comme ça, d'accord? Genre il changeait de signe. Imaginons que c'était ici le ZK, ici il y avait un autre ZK, imaginons ZK plus 1 et ainsi de suite, d'accord? Imaginons qu'ils étaient un peu comme ça. Eh bien lui il changeait de signe entre ZK plus 1 et ZK. Donc en partie on avait des racines qui apparaissaient ici, là et là par exemple. Or, imaginons, qu'est-ce qui se passe si jamais Q il s'annule? Parce que si jamais Q ne s'annule pas, alors on a le cas précédent, donc là, il n'y a pas de souci. Mais si Q s'annule, ça veut dire que, en fait, le ZK, imaginons qu'ici, il y aurait un autre ZK. D'accord? Cette ZK plus E, imaginons, je sais pas. Donc, imaginons qu'ici, il y a un ZK plus E. Ça veut dire que, vu qu'il s'annule, eh bien, on ne sait pas si après, il passe par là, on ne sait pas s'il continue son schéma comme la dernière fois, ou on ne sait pas si, au contraire, il reste en bas, s'il fait comme ça. Ou on ne sait pas s'il fait comme ça. On ne sait pas. On ne sait pas trop ce qu'il fait après, parce que justement, il s'annule, donc on ne sait pas. Et ici, le problème, c'est que on peut perdre l'information, parce que la racine qu'on allait obtenir ici, il n'y est plus là. Parce que ça se trouve que lui, il fait un truc comme ça. Donc, vu qu'il ne change pas de signe, il ne pourra pas rechanger de signe, et ainsi de suite. Donc, le souci, c'est là. C'est si jamais Q de ZK s'annule. D'accord? C'est là le souci. Donc là, on va utiliser le fait que les ZK étaient des extrémités. Oui, c'était des extrémas de T de N. Et on va essayer de trouver une condition qui pourrait nous s'arranger. Alors déjà, si Q de ZK c'est égal à 0. Ça veut dire quoi? Bon, je ne vais pas écrire ça. Non, j'ai juste écrit comme ça. Donc, Q de ZK, c'est égal à 0. Si et seulement si, eh bien, P de ZK, c'est égal à moins 1 puissance K divisé par 2 N moins 1. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on avait ici? Voilà. Okay. Ici, on a que P, il vérifie ces conditions-ci. Pardon, ça, c'est mieux. En égalité. Ça veut dire qu'en réalité, si jamais P, il atteint les valeurs de 1 divisé par 2, n-1, ou moins 1 divisé par 2, n-1, pourquoi? Parce que souvenez-vous qu'on prend la valeur absolue. Or, si jamais il prend moins 1, c'est quand même... eh bien, c'est quand même un extréma. Il suffit de considérer moins P. Moins P, c'est égal à 1 divisé par 2, n-1. Et après, P, c'est égal à moins 1 puissance 2, moins 1. Enfin, vous avez compris. Ce que je veux dire, c'est que lorsque P, il est égal à moins 1 puissance K divisé par 2, n-1, il a un extréma. D'accord? Alors, ici, il faut prendre quelques précautions. On aurait envie de dire que ça veut dire que ZK racine de B'. D'accord? Or, ce théorème-ci, il est vrai, c'est-à-dire que si P est extréma, alors c'est racine de P'. Ceci est vrai lorsqu'on prend des valeurs à l'intérieur de l'intervalle. D'accord? Donc ici, il faut faire gaffe, il faut écrire pour tout cas qui appartient de 1 à n-1. Pourquoi? Comme ça, K ne prend pas les valeurs 0 et n, et comme ça, eh bien, on ne se place pas dans les cas où le cosinus, parce que le cosinus de Z0, c'est égal à 1, et le cosinus de Zn, c'est égal à moins 1. Donc, vous voyez, ce sont des parties de l'intervalle moins 1, 1. Vous voyez, ce sont les extrémités. Donc, si on prend K qui appartient de 1 à n-1, on aura des valeurs qui
qui appartiennent, zk, il appartient de moins 1, 1, ouvert, donc l'intérieur de l'intervalle. Donc ici, on a bien ça. Donc pour tout cas qui appartient de 1 à n-1, on a que zk, c'est une racine de p'. Or, en étant racine de p', si on considère maintenant le polynôme q', qui est égal à t de n' divisé par 2 n-1 moins p', si on l'évalue en zk, de n-1 moins p' z, lui, c'est égal à 0. Et lui, c'est aussi égal à 0. Alors, pourquoi? Eh bien, par la même raison. Ici, on avait montré que les zk étaient des schémas de t de n entre moins 1, 1, d'accord? Fermé. Or, ici, on considère les cas de 1 à n-1. D'accord? Donc, en réalité, on prend les zk qui appartiennent à l'intérieur de cet intervalle-ci. Donc, par la même chose, enfin, par le même argument, vu que les t de eh bien, t de n évalué en zk, ce sont les schémas de t de n, eh bien, on aura que zk, c'est aussi une racine de polynôme dérivé de t de n. Donc, lui, c'est égal à 0 aussi. Donc, tout ça, c'est égal à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que zk est racine. Et une racine de multiplicité au moins 2 de q. D'accord? Donc, ça, c'est très bien en réalité. Parce que, j'espère que vous vous souvenez de mon petit dessin ici. Bon, il n'est pas très grand, je suis désolé. Imaginons ici. Là. On avait fait un truc comme ça qui ne va pas. Donc ici, le souci, c'était que si jamais il passe ici, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas s'il peut aller comme ça et après il continue. On ne sait pas s'il fait comme ça et après il continue. Mais qu'est-ce qu'on sait? Ici, on avait une perte d'information de cette racine-là. Ça, c'est dommage. Mais on a vu quoi? On a encore la racine qui est là. Si jamais Q s'annule dans les schémas dans les zk, on a cette racine-là. Mais on a montré que zk, c'est une racine de multiplicité en moins 2. Donc, ça veut dire que la racine qu'on a perdue ici, en réalité, elle sera comptée ici. Parce que cette racine-là, elle compte fois 2. D'accord? Et elle compte par 2. Donc, la racine qu'on a perdue ici, en réalité, on la retrouve ici. D'accord? Donc, c'est un peu ça l'idée. Et on va essayer de le formaliser avec une récurrence, bien évidemment. Bon. C'est là. Oui. Ok. Donc, on va noter pour tout cas qui appartient de 0 à n-1. On peut noter la propriété Q admet au moins K racine. Oui. Oui. Comptez avec multiplicité dans l'intervalle zk et z0 si q de zk ne s'annule pas et que q admet, bon ici, admet au moins c'est la même chose, admet au moins k plus une racine comptée avec multiplicité dans eh bien, le même intervalle en réalité. Si q de zk s'annule. D'accord? C'est ça ce qu'on va montrer et comme ça on pourra conclure. Donc allons-y. On va commencer déjà pour k égale à 0. Si k c'est égal à 0, regardons. Z0, en réalité c'est un intervalle réduit en singleton. Donc q admet au moins 0 racine dans l'intervalle z0, z0. Si q évaluant z0 n'est pas égal à 0, oui. Et q admet au moins une racine dans cet intervalle si q s'annule dans z0, oui. Donc l'initialisation elle est faite, elle est même triviale. Et on va supposer le rang, enfin la propriété vraie, rang, eh bien,
k supérieur à 1. D'accord? Voilà, et comme ça, on pourra utiliser ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ici, parce qu'on est bien dans l'intervalle de -1 et jusqu'à -1. Donc voilà. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe si z, enfin q de z k c'est égal à 0. Et bien, si jamais lui c'est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? On a que on a déjà au moins n-1 racine. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Oui, non, je fais ça. On a déjà au moins un racine dans z k-1. Ici, c'est pas n, c'est k. K-1 racine dans zk1 c'est 0. Or, si on écrit l'intervalle zk z0, lui, c'est égal à zk virgule zk-1 union. Alors ici, quand je dis qu'on a déjà au moins k-1 racine dans zk-1 z0, c'est parce qu'en réalité, c'est d'après l'hypothèse de récurrence, d'accord? C'est ce cas-ci. Bah, vous voyez que dans les deux cas, dans les pires des cas, on aura k-1 racine dans cet intervalle-ci, d'accord? C'est l'hypothèse de récurrence. Or ici, on a k-1 racine, et ici, on a deux racines. D'après la remarque précédente, que zk est racine existait au moins 2 de q. Donc ici, on a au moins deux racines, donc deux racines. Ici, k-1 racine. Là, on a alors que on a au moins k plus une racine dans zk, non zk tout court, zk et z0. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à l'autre cas. Je vous le rappelle, il est celle-ci. K admet au moins k plus une racine comptée avec multiplicité dont zk, z0 si, si q s'annule. Donc, ah non, pardon. On a montré ceci, pas cela. Bon, k admet au moins k racine comptée si il ne s'annule pas. Alors, si q, zk ne s'annule pas, alors ici, on a deux cas. Si jamais il ne s'annule pas, ok. Mais qu'est-ce qui se passe avec le précédent, avec c'est-à-dire q z k moins 1? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Eh bien, avec lui, on a deux possibilités. Soit il s'annule, soit il s'annule pas. Donc, on va voir ces deux cas. D'accord? Donc, si q de zk c'est égal à 0, c'est pas égal à 0, et q de zk moins 1 c'est égal à 0. Eh bien, ici, d'après l'hypothèse de récurrence, on est dans ce cas-ci. Donc, ça veut dire que q admet au moins eh bien, k racine. Donc, ici, on a k racine dans z k-1 z0. Or, ici, on remarque que on fait la même, le même truc ici, quoi, regardez. Ça, on va faire ça comme ça. zk, zk-1, comme ça, union. Ok. Oui. Ici on a quoi? Ici on a k racine. Ici on voulait montrer que s'il ne s'annule pas, il admet au moins k racine. Donc c'est gagné quoi. Ici on a k racine. Ici on ne sait pas, mais ce n'est pas grave parce qu'on a au moins k racine. Donc ça vérifie bien ce qu'on voulait montrer. D'accord? Il a au moins k racine s'il ne s'annule pas. Donc voilà, ici il n'y a pas grand chose à faire. Et si jamais q c'est eh bien q il ne s'annule pas et le précédent
il ne s'annule pas non plus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, encore une fois, on va écrire ça, zk, z0, zk moins zk moins 1, ici ouvert, ici fermé. Je suis désolé pour l'écriture, mais je me dépêche un peu. Je pense qu'on tourne autour de 50 minutes et c'est pas très cool pour vous. Ok. Ici, d'après l'hypothèse de récurrence, on admet au moins k racine ici. Attendez. Oui. Oui. Ouais, oui, c'est bien ça. Non. Si. Ok, si n'est pas égal à 0, alors ici, on admet, on a au moins k moins une racine, pardon. K moins une racine. Or, qu'est-ce qui se passe? La remarque ici, si k est pair et si k est impair, alors vous vous rendez compte que lui, il change de signe. Entre zk plus 1 et zk, s'il ne s'annule pas, bah, en fait, ce que je veux dire, c'est que on peut écrire ceci. Vu que les deux ne s'annulent pas, on a ça. Que le produit, c'est strictement inférieur à 0. Donc, ça veut dire qu'il change de signe entre zk et zk-1. Ça veut dire qu'ici, il existait au moins une racine. D'accord? Grâce à ça. Et grâce à cette remarque d'ici. Parce qu'il y en aura un qui est pair, il y en aura un autre qui est impair. Donc, au total, on a eh bien, justement k racine. Regardez, on voulait bien montrer ça. K racine si Q ne s'annule pas. Ce qui achève la récurrence. Donc voilà. Maintenant, on a presque fini, je vous promets. Voilà, on a montré ça, on a montré cette récurrence. Elle est assez jolie, mais bon, pourquoi ça nous sert? Bon, ça nous sert à beaucoup de choses. On va voir pour K qui est égal à N-1. On va voir le dernier cas. Ok. Donc, si Q de Z N-1, eh bien, si lui s'annule, par exemple. Si il s'annule, on aura N racine. Q admet N racine. Ce qui nous permet de dire que Q, c'est le polynôme nul, parce que pour une fois, Q était un polynôme de degré au plus N-1, pardon. Donc Q nul, et donc on a que P c'est égal à T de N divisé par 2 N-1. Ok, et si jamais, si Q de Z N-1 n'est pas égal à 0, si jamais n'est pas égal à 0, si jamais n'est pas égal à 0, en réalité on pourrait faire le même cas qu'ici. Ah, j'ai perdu. Là. Non, là, en fait, pardon. Eh bien, on pourrait faire la même petite gestion de cas, mais en réalité, on n'en a pas besoin. Mais bon, on va le faire quand même. Q de Z plus N. De Zn, oui, de Zn. Ouais. C'est égal à 0. Alors ici, on va écrire, je vais écrire déjà les deux cas. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Ici, si ceci eh bien, on a ça, on multiplie par ça et on a bien ça. Ça veut dire que Q admet une racine sur Zn, Zn-1, comme ça. Or, Q admet aussi, d'après l'hypothèse de récurrence, si lui ne s'annule pas, il admet n-1 racine sur Zn-1 Z0.
Ce qui fait que ici on a n-1, ici on a une racine. Ça veut dire que bah, lui, il admet une racine aussi, q. Eh bien, on conclut de la même façon qu'il est nul et du coup on a ça. Alors, et pour l'autre cas, si c'est égal à 0, et bah si c'est égal à 0, c'est gagné aussi. Hein, parce que si c'est égal à 0, on a quoi? On a z0 qui est égal à, je sais pas si vous voulez, on l'écrit comme ça. Comment? Union z1, n-1, z0. Ici, on a n-1 racine. D'après ce qu'on vient de montrer. Et ici, on a une racine. La racine, c'est z de n, parce que on a supposé que z de n, q en valeur en z de n, c'est nul. Donc voilà, on a au total n racines aussi. Dans tous les cas, q admet n racines. Ce qui veut dire que q, c'est le polynôme nul. C'est seulement si p c'est égal à t de n divisé par 2n moins 1. Ce qui achève ce résultat, cet exercice. Bon voilà. Bon, quelques petites remarques concernant l'exercice. Alors la vidéo là, elle est juste finie. Hein. Alors juste avant, s'il vous plaît, avant que vous partez, j'aimerais bien savoir c'est quoi comment dire, c'est quoi les gens qui regardent mes vidéos. Enfin, je veux dire, ce sont des gens de lycée, ce sont des gens de prépa. Parce que comme ça, je pourrais faire des vidéos qui pourront plaire à tout le monde. Parce que si jamais ce sont des gens de lycée, je vais plutôt me concentrer sur des exercices comme des polynômes qui sont compréhensibles pour des lycéens. Et si jamais c'est plutôt des gens de prépa, je vais essayer plutôt de faire des exercices comme sur des groupes ou des anneaux ou des espaces vectoriels. Des choses qu'on voit seulement en prépa. Donc j'aimerais bien savoir tout ça et comme ça essayer de savoir quel contenu je peux faire dans les prochaines vidéos. Donc voilà, ça c'était juste pour la chaîne. Maintenant pour l'exercice. Bon, la question 1 et 2, assez classique, pas grand chose à dire. La question 3, elle était quand même plus délicate, comme vous pouvez voir, mais il faut quand même voir le lien entre, on considérait les valeurs maximales et les valeurs minimales d'un polynôme, et il fallait voir le lien entre la question 2, surtout qu'on demande explicitement les extrémas de la fonction. Donc voilà, il fallait se rendre compte que ce 1 était bien la norme infinie de ce polynôme-ci. Et alors en réalité, la question ici, c'est pourquoi on utilise tout ça. Et la réponse, elle n'est pas très simple, enfin au moins pour quelqu'un qui est en prépa, parce qu'on ne voit pas forcément ça en prépa. En réalité, la notion de polynôme de Chebyshev est liée à la notion des polynômes interpolateurs de Lagrange. Si vous cherchez un peu plus d'informations, vous pourrez voir que les meilleurs nœuds interpolateurs, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles le polynôme, les xi pour lesquels p de xi passe par les points, les meilleures valeurs pour faire une meilleure approximation, ce sont les zk qu'on avait étudiés tout à l'heure. D'accord, les zk qu'on avait notés ici là. D'après ce que j'ai lu, j'ai essayé de me renseigner un peu pour vous dire un peu plus sur ce thème-ci. Ce sont les meilleurs points interpolateurs. Et voilà. Parce qu'en réalité, les polynômes interpolateurs de Lagrange, vous connaissez un peu la forme de ces polynômes. Ce sont les P, si on associe à une famille x0 jusqu'à xn, tous différents. On varie z0, on l'appelle EI. Jusqu'à n. Ici, on a x moins x. Xi moins x k, ici k. C'est ça les polynômes
interpolateur de Lagrange associé à la famille des Cauchy. En fait, c'est assez drôle parce qu'on pourrait penser que plus on augmente la quantité des points par lesquels le polynôme doit passer, meilleure sera l'approximation. Or, ce n'est pas toujours le cas parce que imaginons que jamais on prend des des points xi qui sont très proches, mais genre vraiment très proches, qui sont, je sais pas, de l'ordre de, on a 10 000 points qui sont équidistants chacun, dans un intervalle très réduit. Eh bien, ça voudrait dire que dans certains cas, cette quantité-ci, elle sera de plus en plus petite, si vous vous rendez compte. Donc, elle tendra vers 0. Et ça fera que les polynômes de Lagrange, au lieu d'avoir une belle courbe, un truc, je sais pas, comme ça, je sais pas, eh bien, ils auront une courbe plutôt comme ça. Genre, ils vont remonter comme ça, et après, ils vont descendre comme ça, ils vont essayer d'atteindre le prochain nœud, et après, ils vont remonter, ils vont redescendre rapidement comme ça. Or, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que la courbe réelle des polynômes qu'on est en train d'approcher, ou des fonctions en train d'approcher, c'est plutôt comme ça. Il passe par ça, par ça, par ça, par ça, par ça. Vous voyez que, à force de faire ça, dans certains points, ici, par exemple, on s'éloigne beaucoup de la courbe. Et en fait, c'est ça le problème avec les polynômes interpolateurs de Lagrange. Que parfois, ils sont pas, même si on a une expression assez simple des polynômes interpolateurs, parfois, ils ne sont pas les meilleurs. Donc voilà, les polynômes de Chebyshev nous permettent d'avoir une meilleure approximation entre le polynôme qu'on utilise pour approximer la fonction et la vraie fonction. Alors bien évidemment, je vous dis tout ça, mais je ne vous montre rien. Mais c'est assez marrant parce que la question 3, elle est en lien avec ce phénomène d'interpolation. Bon, je vais mettre un lien dans la description ou dans les commentaires. Je vais vous renvoyer sur une vidéo faite par un professeur. Je trouvais que c'était pas mal cette vidéo. Il parle plutôt sur ça. Il permet de nous montrer que en fait, les racines de ce polynôme, ils font une meilleure approximation et qu'ils permettent de majorer cette marge d'erreur entre les polynômes de Lagrange, P de x, moins la fonction qu'on est en train d'étudier. D'accord? La question 3, c'est un lemme qui va nous permettre après de pouvoir majorer cette marge d'erreur. Bon, voilà. C'était juste pour les plus curieux. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, la vidéo est déjà finie il y a quelques minutes. Je voulais quand même parler de ça parce que c'est quand même intéressant de voir l'utilité réelle des polynômes de Chebyshev. Parce que, bon, pour l'instant, quand on voit les questions, on s'est dit, ok, c'est très sympa, mais à quoi ça sert? Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez vos questions dans la boîte de commentaires. Et si jamais je vois qu'il y en a beaucoup, je vais essayer de faire une autre vidéo où je vais expliquer les possibles questions que vous savez. J'ai essayé d'aller un peu plus vite dans cette vidéo. Enfin, j'ai essayé de ne pas perdre trop de temps dans la question 1 et 2 parce que voilà. Voilà. Si jamais vous considérez que j'aurais pu écrire directement le résultat de la question 1 et 2 pour avoir plus de temps dans la question 3 et comme ça que la vidéo ne soit pas si longue, j'aimerais bien avoir toutes vos remarques dans la boîte des commentaires et comme ça je pourrais vous offrir un meilleur contenu et un contenu qui vous plaira mieux. Donc voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. À la prochaine. Faites des maths et merci beaucoup. À bientôt.